Murmure d'un cercle de femmes, le nouveau podcast de Chamalunet & Co qui t'emmène, telle une petite souris, dans le secret de ce cocon bienveillant. Les arrivées se font au compte-gouttes. Timides, des saluts de loin, les tirettes des sacs s'ouvrent et se ferment. Tu vérifies tes affaires, tu te rassures. Tu tentes de te rattacher à quelque chose de connu. L'odeur du thé épicé se mêle à celle du chocolat. Tu murmures du bout des lèvres. Les silences sont parfois gênants, entrecoupés d'hésitants « Tu viens d'où ?» À ce moment-là, tu doutes encore des raisons qui t'ont amené ici. Tu ne sais pas si tu as bien fait, si c'est juste. Ton cœur bat un peu trop vite. Tu es dans la salle d'embarquement. Tu sais que tu vas partir pour un voyage avec des femmes que tu ne connais pas. Passé les détails pratiques, tu es invité à entrer dans le cercle, chacune à son tour. À ton rythme, tu prends une grande inspiration avant le départ, puis tu te lances. La musique est aussi douce que celle des chœurs. Tu trouves ta place. Tu y es. C'est trop tard pour reculer. Soudain, c'est une sensation de déjà-vu. Ce voyage, en réalité, nous l'avons déjà entrepris il y a des millions d'années. Nous formons un cercle. Une bougie est placée au centre et la pierre de parole arrive pour accueillir les murmures de Jézabel. Je m'appelle Jézabel. Cette année, j'aurai 43 ans. Je suis maman de 2 filles avec 17 ans d'écart, parce que la vie m'a amenée à prendre des chemins détournés pour apprécier mon bonheur aujourd'hui, ma liberté, ma puissance. Je ne rêve pas ma vie, je vis mon rêve. Je vais à l'essentiel, étant consciente que si mon existence est soumise à plus grand que moi, j'en reste la gardienne et la décisionnaire. Je grandis dans une famille de 3 enfants. J'ai 8 ans d'écart avec ma grande sœur et 6 ans avec mon grand frère. Je suis donc la petite dernière de la fratrie. Un ange venu du ciel pour ce qu'en disait ma mère, car entre mon frère et moi, elle a fait 2 fausses couches. Elle croit ne plus pouvoir avoir d'enfant et pourtant je suis là, grandissant dans son ventre après ces dures épreuves. Elle investit beaucoup sur mon existence, me considérant comme un miracle. Ce sera lourd à porter. Elle m'investit d'autant plus qu'elle est très fragile psychiquement. Elle a ce qu'on appelle à l'époque une dépression maniaco-dépressive, autrement dit aujourd'hui une bipolarité. Cette maladie va s'exprimer pleinement suite à un choc violent, le décès de sa mère qu'elle adorait. Ma grand-mère décède en avril 80 et je suis née en mai 80. Ma première épreuve commence, survivre. Je nais par césarienne, ma mère est très mal dans sa peau et décide qu'un ange comme moi, la vie ne me mérite pas. Elle non plus ne souhaite pas vivre car elle est trop malheureuse. Elle décide de mourir et de m'emporter avec elle. C'est là que mon père intervient. Il me protège au mieux et je grandis dans une atmosphère de souffrance et de violence. La maladie de ma mère prend de l'ampleur, mes parents se disputent violemment. J'ai peu de souvenirs de mon enfance ou surtout des souvenirs malheureux. Ma sœur, mon frère et moi recroquevillés dans un coin de la chambre jusqu'à ce que la tempête soit passée. Les coups portés et donnés entre mes parents, les coups donnés à mon frère parce que ma mère détestait les hommes. Parce que oui, il y a ça aussi. Une maman qui ne cesse pas de me dire à quel point les hommes sont dangereux, peu fiables et mauvais. Et à quel point mon père l'a fait souffrir. Très jeune déjà, je connais toute la vie sexuelle de mes parents, les écarts de mon père, pas très fidèle, et le doute qui plane autour de ma mère quant à un inceste dans sa jeunesse. Tout cela me met mal à l'aise, m'insécurise. Je porte le poids de soutenir et aider ma mère, donc de ne jamais prendre le parti de mon père, sinon je la trahis. Je la reprends quand elle boit, de trop, en cachette. Les rôles s'inversent.
J'ai 12 ans et déjà quelques années de gestion des tentatives de suicide de ma mère derrière moi. Malgré la présence à la maison de ma sœur et de mon frère, de mon père aussi, je me sens seule. Je me sens seule à porter ma mère. J'ai 12 ans et après des crises de folie, des violences faites à elle-même et aux autres, il est question que ma mère soit hospitalisée en psychiatrie, en urgence, suite à une nouvelle crise. Mon père est dépassé, ma sœur le soutient comme elle peut. Et l'impensable se produit, on me demande mon avis. Je ne suis qu'une enfant, mais peut-être suis-je la seule à en avoir conscience. Pour moi, c'est évident, il faut qu'elle soit soignée par des médecins. Il faut aussi qu'on puisse souffler. Je n'en peux plus d'être terrifiée à chaque fois que je rentre de l'école, à l'idée qu'elle ait pu se donner la mort. Elle m'en voudra beaucoup pour ça. Pourquoi moi, je ne suis pas l'adulte? Et je porte encore. Les années qui suivent sont calmes. Ma mère va beaucoup mieux. Je passe une adolescence plutôt douce et épanouissante. J'ai mes menstrues à 15 ans et je suis félicitée par ma mère qui m'accompagne dans ma féminité. Quel bonheur de ne plus entendre cris, pleurs, de ne plus voir de violence, de ne plus avoir peur. Ma sœur se marie, puis c'est au tour de mon frère. Je suis seule à la maison avec mes parents. Mon père s'échappe par le sport, meurtri. Il s'échappe avec les femmes parfois, encore. Il m'entraîne dans un culte du corps et dans une image de la femme qui se doit d'être belle et c'est tout. J'en souffre aussi. De la fratrie, je suis la seule à finir le lycée. À 18 ans, je décide de partir faire mon expérience car je veux devenir éducatrice. Et on m'offre la possibilité d'un stage rémunéré d'1 an dans une maison d'enfants en Alsace. J'en parle depuis un moment, surtout pour préparer ma mère à mon départ. J'ai hâte de partir, parce que même si les apparences laissent croire que ça va mieux, depuis 1 an, je sens que la roue tourne. La violence bout à nouveau. Et j'en ai assez, qu'il se débrouille. Ma mère prendra très mal mon départ, me harcelant au téléphone. Mon père sera déçu car il aurait préféré que je fasse des études. De toute façon, rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Je devrais être parfaite. Voilà ce que je ne cesse de me répéter. Sur mon nouveau lieu de travail, je fais des rencontres incroyables. Je découvre un métier qui me passionne, je suis bien. Je rencontre celui qui deviendra mon mari 18 mois plus tard. C'est un homme sensuel et séducteur, fragile et instable. Il m'attire, c'est du connu, je sais gérer. Je suis dans la compassion en mode sauveuse. Mais plus encore, lorsque je réussis mon concours d'éducatrice en Lorraine, ma mère refuse catégoriquement que je vive ailleurs que chez eux. Et ça, c'est hors de question. J'ai connu la liberté et le calme, je ne veux plus, je ne veux pas, à aucun prix, retourner vivre chez eux. Mon compagnon, lui, ne veut pas non plus retourner vivre chez ses parents, et puis il est amoureux de moi, me dit-il. Donc la solution est toute trouvée. On se marie. Et oui, parce qu'élevé dans un principe judéo-chrétien strict, il était inenvisageable de vivre ensemble sans être mariés. J'aurai 42 fièvres à mon mariage. Et là commencera 10 ans de calvaire. Il se révèle un homme violent, surtout verbalement, rabaissant, humiliant, manipulateur, addict à la pornographie et au sexe avec une forme de perversité. Et cela se fait progressivement. Puis au début, je suis naïve. Je crois que toute la façon dont il se comporte avec moi est normale. Je tombe enceinte après 2 ans de mariage et je donne naissance à une petite fille. J'ai presque 23 ans. C'est mon plus beau cadeau. Mes relations avec mon mari se dégradent et il me fait peur de plus en plus. Puis j'ai peur pour ma fille. Il s'en occupe très peu, il ne souhaite pas s'investir et au fond ça m'arrange. Un soir de janvier 2005, après une violente dispute où il m'a giflé, il fait quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Il a un geste de violence envers notre fille. J'acte notre séparation. Je prends ma fille et je m'en vais. Les 5 années suivantes vont être un calvaire empêtré dans une procédure de divorce avec des tentatives de séquestration, des insultes, de la diffamation, des menaces de mort et une incapacité de s'occuper de notre fille seule. Les week-ends où aller chez lui, je suis dans l'angoisse. Je gère par téléphone les pleurs de la petite et l'agressivité de mon ex-conjoint. J'ai peur pour ma fille. Elle revient nerveuse, elle ne supporte plus qu'on la touche aux parties génitales, elle est rouge sang.
Je prends rendez-vous chez une pédopsychiatre parce qu'elle fait des crises de nerfs, parce qu'elle ne veut plus aller voir son père. Elle fait des cauchemars. Et là, l'insinuation tombe. Inceste ou négligence, je ne saurai jamais. Ma fille non plus, car elle ne se souvient pas. Elle a juste des sensations et une histoire de vie fragile. Toutes les procédures judiciaires entamées ne donneront rien. Je me fais débouter, voire accuser de vouloir plus de pension. Je suis dégoûtée, meurtrie, révoltée, impuissante. Dans cet espace-temps digne d'un cauchemar, comme une couche sur l'autre, ma mère décède. Elle est séparée de mon père depuis quelque temps. Je prends soin d'elle. La veille de sa mort, je la vois. Elle est stone. Je lui répète l'éternelle question. Est-ce que tu as pris des médicaments? Est-ce que tu as pris de l'alcool? Et puis elle est malade, je le sais. Le médecin m'a dit qu'il soupçonnait une hépatite après tant d'années de mélange alcool-médicaments. C'est un cocktail détonnant et ces quelques années de rémission n'auront pas suffi. On n'ira pas faire les examens, elle est trop fatiguée, me dit-elle. Le lendemain, je la retrouverai dans son lit inerte. Et comme dans un rêve sans émotion, j'appelle les pompiers, la gendarmerie, mon père, ma sœur, mon frère. Le médecin conclut à un suicide. Cette fois, elle a réussi. Je craquerai plusieurs mois après sa mort. Je me rendrai compte que je ne dors plus, que je fais des cauchemars, que je n'ai pas vraiment fait le deuil car je la vois au bord de mon lit. En plus, j'habite en face du cimetière, c'est le comble. Je claque tout, je m'en vais. Ça, je sais faire. Mon nouveau compagnon habite la Bourgogne et c'est une aubaine. J'entame une nouvelle vie avec ma fille là-bas. Je ne vois pas souvent ma famille, ça me permet de rester loin de la mort de ma mère. Puis je leur en veux. À nouveau, j'ai été seule face à l'événement. À nouveau, j'ai dû gérer seule. Avec mon compagnon, c'est bohème. Il me parle philosophie et j'adore les hommes d'esprit. Je m'aveugle car nous n'aspirons pas à la même vie. J'avais envie d'enfant, lui non. Alors je me persuade que je n'en veux plus. Avec ma fille, c'est génial. On vit toutes les deux, on est complices, on noue une relation, une merveilleuse relation, très fusionnelle, peut-être même trop. Elle est ma bouée de sauvetage, je suis son pilier. Son père est loin à 700 km. Nous n'avons plus le ventre noué, sauf quand elle part chez lui, ce qui arrive moins fréquemment qu'avant, juste pour les vacances scolaires. Je commence à avoir de plus en plus de douleurs articulaires. Je ne dors plus que 2-3 heures par nuit car elle me réveille. Je suis très fatiguée. J'ai des soucis intestinaux à tel point que je perds une dizaine de kilos en un mois et que j'ai peur de manger. Et puis dans mon couple, ça ne va pas si bien que ça. Je ne peux plus travailler, je suis paralysée au niveau de la hanche. Et les médecins ne trouvent pas. Je me sens impuissante et surtout terrifiée parce que je ne peux plus m'occuper de ma fille. Et mon compagnon et moi sommes séparés depuis peu temporairement. Alors là encore, l'impensable se produit. Le père de ma fille récupère sa garde. Je suis mortifiée. C'est le pire scénario qui pouvait arriver. Je lui fais promettre qu'elle revienne dès que j'irai mieux. Au moins, il tiendra cette promesse. À nouveau, je m'en vais. J'aimerais m'en aller pour de bon, mais je sens en moi une force de vie qui palpite. Et je rencontre enfin un médecin qui présuppose ce que j'ai. Après des rendez-vous chez des spécialistes, des examens, le diagnostic tombe. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Quel nom barbare et quelle maladie. Elle est auto-immune et chronique, autant dire que mon corps s'auto-attaque de manière récurrente. Il y aurait déjà beaucoup à dire sur la symbolique de cette maladie. Mais à l'époque, je n'en suis pas là du tout. Je suis loin de moi, je cherche mon chemin, je me suis perdue. Pour autant, la vie ne m'a pas laissé tomber, elle m'a accordé une belle intuition. Alors imprégnée de cette sensibilité, je marche sur la corde de la foi, tel un funambule vers mon nouveau destin. Je pars de Bourgogne pour m'installer en Alsace. À Strasbourg, l'hôpital a un service de rhumatologie qui est à la pointe des traitements pour ce type de maladie. On me conseille un spécialiste et on lance le protocole. Me voilà perfusée toutes les 6 semaines.
Tout doucement, tranquillement, comme le liquide salvateur qui coule en moi, quelque chose se transforme. Les portes s'entrouvent, j'accède à une partie de mon être. Je rencontre des personnes formidables, tant au sein des patients que dans l'équipe médicale. Et en vous racontant cette étape de ma vie, je pourrais dire aujourd'hui que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Je m'apprivoise, j'apprends à me connaître, dans mon corps et dans mon âme. J'ose emprunter un chemin de thérapie, je m'ouvre à moi-même. Alors tout s'ouvre. Je reprends un crayon puis un pinceau. Je manie les couleurs, je sculpte dans la terre. J'ose dire oui quand on me propose d'exposer à l'hôpital. Je renoue d'une certaine façon avec ma mère, avec sa douceur, sa générosité et aussi sa créativité. J'utilise son matériel de peinture, récupéré à son décès et laissé dans un carton pendant trop longtemps. Je m'épanouis dans cet élan créatif, j'expose, je me dévoile. Et à 33 ans, je reprends des études universitaires de théologie pour donner du sens à mes croyances, à mon éducation et trouver qui je suis. Une première révélation s'impose à moi. Après avoir accompagné les plus démunis, les plus fragiles, j'accompagne ceux dont le corps a dit stop, ceux qui s'accrochent dans ce passage si souvent craint, la mort. Et je deviens aumônier des hôpitaux, découvrant ma spiritualité au travers de celle des autres, écoutant les récits de vie, proposant humblement ma présence dans ces moments cruciaux et difficiles. C'est une rencontre en humanité, toujours nouvelle, unique, inconnue, où je partage ces questions existentielles qui nous taraudent tous et dont la spiritualité en fait partie. Je grandis, je chemine et j'aime l'autre, écho de mon être. En devenant aumônier, je change de vie. Je quitte mon compagnon de bohème, je nous offre à ma fille et moi une nouvelle vie. Je fais des formations, je me passionne pour mon métier, je continue mon chemin thérapeutique pour panser mes blessures et me libérer de mes nœuds. Une nouvelle épreuve pourtant s'invite sur mon chemin. Ma fille décide de ne plus revoir son père et après tout ce qu'elle a vécu, elle décompense. Elle fait une tentative de suicide et nous nous retrouvons dans le cercle infernal des hôpitaux et des diagnostics qui n'en sont pas. Elle dort toute la journée, elle a des crises de nerfs terribles. Un premier diagnostic tombe, elle est atteinte d'hypersomnie. Un deuxième arrivera quelques années plus tard, elle est atteinte de bipolarité. Et non, c'est pas vrai. Encore. Pourquoi? Mais j'en ai marre. Et pourtant la vie continue de m'offrir sa force. Tout ce qu'elle vit vient faire écho à mon propre vécu, comme une image carbone. Je m'en veux, je me sens responsable. À cette culpabilité qui ne veut pas me lâcher. Et j'ai une haine féroce envers son père, si terrible qu'elle me dévore. Pourtant, je refuse de capituler. J'accompagne au mieux de ce que je peux ma fille, avec des hauts et des bas. Je continue d'être accompagnée également pour tenter de comprendre ces schémas qui se répètent. Et là encore, quand j'écris ces quelques lignes, je me dis quel chemin parcouru. Et comme je suis fière de moi et fière de ma fille. Au cœur de cette nouvelle vague qui tente de nous submerger, un îlot va apparaître. Sur un coup de tête, pour rigoler avec une amie, je m'inscris sur un site de rencontre. Malencontreusement, je m'abonne pour 6 mois au lieu d'1. Je décide donc de rentabiliser cet abonnement et je parle avec des hommes, j'en rencontre quelques-uns. C'est fun. Je retrouve le goût de plaire, de me préparer pour sortir, d'entendre des compliments. Je me sens femme, plus seulement mère ou intellect sans corps comme je le vivais dans ma précédente union. Je m'amuse. Et un jour, un homme vient me parler. Et il vient vraiment me parler. Il ne me dit pas « coucou, ça va ?» mais « bonjour ». Et il me pose des questions pour me connaître mieux. Il s'intéresse à moi. Il ne veut pas me rencontrer le soir même, juste bavarder, échanger. C'est plaisant, intéressant. Après plus d'1 mois d'échanges écrits, nous sommes prêts à nous rencontrer pour une balade en forêt. Je suis devenue folle. Je vais aller me balader en forêt seule avec un inconnu. Mais comme cet inconnu me donne rendez-vous à 8h du matin, je me dis que c'est un drôle de rendez-vous galant et ça me met en confiance. Et puis j'ai déjà l'impression de le connaître. Une amie est à la maison le jour de la rencontre et je m'entends encore lui dire « Si je rencontre cet homme, il y aura un avant et un après. » Et c'est flippant. Et mon intuition ne m'aura pas trompée.
C'est bien ce qu'il s'est passé. Nous nous sommes rencontrés un vendredi à 8h et sommes ressortis de la forêt, main dans la main, à 17h. Le temps s'est arrêté, suspendu. Et tout a changé pour moi. J'ai rencontré mon âme sœur, celui qui a su mettre du baume sur mon cœur, qui a su me sécuriser, accueillir ma fille comme la sienne, m'accompagner dans mes élans de vie et mes projets les plus fous. Il a accueilli ma maladie et m'a réconcilié avec mon corps, ma sexualité. Il m'a offert 2 autres enfants, son fils, un petit garçon incroyable que j'aime comme si c'était le mien, et ma 2e fille, une boule de gaieté. J'ai pu me donner le droit de me reconnecter à mes désirs les plus profonds, devenir à nouveau mère, porter à nouveau un enfant, me marier une seconde fois. Je me suis épanouie dans ma féminité car je suis si belle à ses yeux. Après 5 ans, je lis dans son regard toujours le même amour et la même foi en moi. Alors je vais encore plus loin dans la découverte de mon être et du sens que je donne à mon existence. Je me sens forte et je sais aussi que j'ai le droit d'être vulnérable. J'ai besoin d'aller plus loin que d'accompagner avec mes oreilles. Je sens mes mains vibrantes, mon corps lui-même malade m'invite à un autrement, en m'offrant ce merveilleux cadeau d'accueillir la vie en mon sein. Ce petit être qui palpite en moi m'entraîne vers une nouvelle croisée des chemins. Et après sa naissance, je reprends une formation de réflexologie. Je découvre comment soulager par le corps dans le corps. Je comprends que cette double vocation, l'aumônerie et la réflexologie, forment un tout. Je suis entière. Ma passion de l'humain ne s'arrête pas là. Et si pendant des années mon intérêt pour l'aspect féminin s'est exprimé au travers de ma peinture, lors de ma rencontre avec Emeline, au détour de l'une de ses conférences il y a 10 ans, j'ai pu me reconnecter pleinement à mon féminin, dans la compréhension de la richesse de mes cycles. Comme la vie est belle, malgré ses recoins de poussière, je continue à arpenter mon chemin, caillouteux parfois, mais toujours lumineux. Et après une formation en tant que praticienne holistique en accompagnement du féminin, je me forme en psychogénéalogie, car ce travail a été pour moi une révélation, une possibilité de mieux me comprendre, de décoder mes schémas répétitifs au travers de l'investigation du récit familial, de me délester du poids que je portais et qui ne m'appartient pas. Je chemine, je traverse la vie avec une féminité qui s'épanouit dans toutes ses composantes, avec toutes mes casquettes. Si mon chemin a parfois été éreintant et sombre, je le trouve aujourd'hui excitant et lumineux. Je suis Jézabel dans la fleur de ma féminité, éclatante, puissante et merveilleuse. Vous trouverez en description de ce podcast le lien vers le site de Chamalune & Co avec les formations, les stages, les conférences et tout un tas de ressources autour du féminin. Dans la boutique, vous trouverez nos cartes et oracles, les messages de l'âme et l'oracle aquarelle avec les peintures d'Emeline de Castecker, le cycle de la grossesse de Servane Dassé pour vous accompagner dans cette aventure transformatrice, et le corps des femmes. Cet oracle est une ode, un hommage au corps des femmes. Quelle que soit sa forme, sa couleur, ses perfections et imperfections, ses combats et ses victoires, le corps des femmes est unique et magnifique. Et de nouvelles créations arriveront bientôt, dont le premier oracle audio avec de l'auto-hypnose. Pour vous ou pour offrir, vous trouverez votre bonheur. Chamalune & Co vers une féminité libérée et authentique. Et à bientôt pour les prochains murmures.